Aujourd'hui, on aborde un nouveau concept. On aborde le concept d'équilibre chimique. C'est un nouveau concept que vous avez jamais travaillé dans votre carrière d'élève en sciences. Donc, on va prendre le temps de bien mettre en place les bases au niveau de ce concept-là. Alors, première chose au niveau de l'équilibre, ben un état d'équilibre, c'est quand on a un système dans lequel les forces sont toutes égales. Ça veut dire que en apparence, il n'y a aucun changement qui va être visible, qu'on va pouvoir voir. Ce qui nous amène à déterminer qu'il existe deux grands types d'équilibre. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'équilibre statique. C'est un équilibre dans lequel le système qui est présent va subir aucun changement. Ça va avoir de l'air figé dans le temps, dans l'espace. Vous avez deux beaux exemples qui sont ici d'équilibre statique. Donc, vous avez la fameuse tour de blocs Jenga, donc qui demeure en équilibre, qui doit demeurer en équilibre quand on retire une pièce aussi. Puis, vous avez un exemple hyper simple. C'est tout simplement un contenant, un bassin, un bac qui contient de l'eau. Donc, l'eau est à l'intérieur, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, elle est là, elle attend. Un peu comme les blocs ici dans la tour qui sont là et qui attendent. Le deuxième type d'équilibre qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle l'équilibre dynamique. Dans un équilibre dynamique, le système qui est présent va subir des changements perpétuels. Ça veut dire que ça va se faire continuellement. Et quand on va regarder la résultante, donc le résultat total, on va avoir l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Cependant, il y a toujours eu un échange qui est là. Un équilibre dynamique, ça ressemble un peu à un escalier roulant dans un centre commercial. Il y a toujours des marches qui sont là. Puis quand on regarde, quand l'escalier est en arrêt, par exemple, ben, il y a toujours le même nombre de marches qui est là, que l'escalier soit à stop ou que l'escalier soit en train de fonctionner. Vous avez deux exemples qui sont ici dans votre page. Vous avez d'abord un équilibriste qui marche sur un fil de fer. Donc, l'équilibriste, quand il fonctionne, quand il marche sur son fil de fer, eh bien, il doit toujours balancer un petit peu ses bras puis balancer son corps pour demeurer debout. Donc, au bout du compte, on voit que l'équilibriste, il est debout, mais il y a eu plein de petits mouvements pour le garder en équilibre. Le deuxième exemple que vous avez, c'est le même bac que vous aviez là, ici sur le côté. À gauche, sauf que là, cette fois-ci, on a mis une pompe, un peu comme une pompe d'aquarium, mettons. Donc, l'eau va quitter le bac, elle va entrer dans la pompe, puis elle va passer dans la tuyauterie, puis elle va revenir dans le bac. J'observe toujours le même niveau d'eau à l'intérieur du bac, excepté que j'ai de l'eau qui circule à l'intérieur. Donc, c'est un excellent exemple d'équilibre dynamique. Dans un équilibre dynamique, ce qui va sortir du système va revenir à l'intérieur du système. C'est pas un nouvel apport de matière, c'est vraiment ce qui était présent dedans qui va sortir et revenir à l'intérieur. Quand on va parler d'équilibre chimique, ben, il y a un point qui est super important que je vous ai encadré dans le bas de la page 321. L'équilibre chimique, donc l'équilibre dans les réactions chimiques qui se passent dans notre environnement, c'est un équilibre dynamique. Ça veut dire qu'il y a une réversibilité des réactions chimiques qui vont être là quand on parle d'un système à l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a une partie des réactifs qui vont devenir des produits, puis une partie des produits qui vont redevenir des réactifs. Ça, c'est totalement nouveau parce que jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez vu avec votre expérience de science au fil des ans, c'est que quand les réactifs se transforment en produits, les réactifs disparaissent, puis à un moment donné, ils ne sont plus là, ils sont absents, ils ont été tous utilisés. Quand on va parler d'équilibre chimique, ben ces réactifs-là, ils disparaîtront pas au complet. On va même pousser plus loin, il y a une partie des produits qui vont redevenir des réactifs. Donc, pour faire suite à ça, on va parler de deux grands types de réactions chimiques. On va parler de réactions irréversibles. C'est toujours ça que vous avez eu comme expérience dans votre vie
d'élèves avec la chimie. Donc, dans une réaction irréversible, ben, on a une partie des réactifs, comme on voit dans le graphique ici, qui va les réactifs vont diminuer, leur concentration, le nombre de particules va diminuer avec le temps, tandis que la quantité de produit, elle, va augmenter dans le temps. Donc ça, on a déjà vu ça, les réactions irréversibles, vous connaissez ça. C'est juste qu'on n'avait pas mis le mot irréversible dessus. Une réaction irréversible, on appelle ça aussi une réaction complète. C'est-à-dire que tous les réactifs vont devenir des produits, puis quand ça va arriver, ben, la réaction va être terminée. Donc, les réactifs se transforment en produits. C'est ce qu'on connaît. La nouveauté, c'est la réaction réversible. C'est une réaction où spontanément, ça va se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai des réactifs qui vont devenir des produits et j'ai des produits qui vont devenir des réactifs. Je veux attirer votre attention sur la petite flèche ici que j'ai encadrée en jaune. C'est une double flèche qui est là. Et la double flèche, elle signifie que la réaction est réversible. Ça veut dire que si je lis la réaction de gauche à droite, comme on le fait habituellement, mes réactifs se transforment en produits. Mais je pourrais lire la réaction aussi de droite à gauche, et là, j'aurais des produits qui redeviendraient des réactifs. Vous avez un exemple qui est ici, qui est la réaction du dihydrogène avec le diiode pour former de l'iodure d'hydrogène. Donc, quand la réaction commence, ben, les réactifs se transforment en produits. Donc, c'est la réaction qu'on va appeler directe, c'est-à-dire que H2 plus I2 va se transformer en HI. Quand je vais avoir suffisamment de HI qui va être produit, ben, il y a une partie de ce HI-là qui va se retransformer en réactif. C'est ma réaction inverse qui va se faire. Donc, je vais partir de mes produits, puis je vais redonner des réactifs. Et à partir de ce moment-là, donc quand j'aurai suffisamment de particules de H2 et de I2 qui auront été reconditionnées à partir de ma réaction inverse, ben j'obtiendrai un équilibre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai une part de réactif qui va se transformer en produit, ben j'aurai deux parts de produits qui redeviendront des réactifs. Donc, on voit apparaître la double flèche qui indique que la réaction, elle est réversible. Dans une réaction réversible, les réactifs vont se transformer en produits à la même vitesse que les produits vont se transformer en réactifs. Donc, la réaction va se faire aller-retour à la même vitesse. C'est ce que vous voyez ici dans le graphique 6.2. Donc, mes réactifs vont se transformer en produits à la même vitesse et on voit qu'on obtient une partie plate, donc un taux, une vitesse de réaction qui va demeurer inchangée, qui va devenir constante dans le temps. Donc, on voit un plateau au niveau de la quantité de réactifs, puis un plateau au niveau de la quantité de produits. Bien, à ce moment-là, on va avoir atteint l'état d'équilibre. Et cette forme de courbe, elle est vraiment particulière à la réaction réversible, à l'équilibre chimique. J'observe pas ça dans une réaction complète, dans une réaction irréversible. Pour avoir un état d'équilibre, il y a 3 situations possibles. Donc, je peux avoir ce qu'on appelle un équilibre de phase. Donc, ici, on a mis de l'eau à l'intérieur d'une bouteille et on a fermé la bouteille avec un bouchon. Donc, les phases qu'on a en présence, donc on aurait de l'eau liquide qui est ici avec de la vapeur d'eau, donc de l'eau gazeuse qui va être là. Il y a un échange dynamique qui va se faire, c'est-à-dire qu'il y a des particules d'eau liquide à la surface de séparation entre les deux états qui vont quitter la surface de l'eau pour devenir de la vapeur. Et en même temps qu'il y a des particules qui deviennent de la vapeur, j'ai des particules de vapeur qui vont se condenser pour devenir des particules d'eau liquide. Quand je regarde ma bouteille,
sur le comptoir, par exemple, avec mes yeux, donc à l'œil nu, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Je distingue aucun changement au point de vue macroscopique. C'est ça, un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est que j'ai l'impression qu'il ne se passe absolument rien, alors qu'au niveau moléculaire, il va se passer des trucs. Deuxième exemple, situation où on peut avoir un équilibre dynamique, c'est un équilibre de solubilité. Donc, ce type d'équilibre-là va se passer quand on forme une solution saturée avec un soluté et un solvant. Dans une solution saturée, il va rester une partie de soluté qui ne sera pas dissous au fond de ma solution. Et je vais avoir des ions qui vont avoir été dissous dans ma solution. Dans l'équilibre dynamique de solubilité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une partie des ions qui vont réagir ensemble, qui vont se coller ensemble pour redonner mon soluté solide. Et ce soluté va couler au fond. Cette particule de soluté va couler au fond dans le résidu. Mais en même temps que j'ai une particule de soluté qui va couler au fond dans le résidu, je vais avoir une particule de soluté qui était dans le résidu qui, elle, va se défaire en ion. Donc, je vais obtenir un équilibre dynamique. Quand je regarde ma solution saturée sur le comptoir du laboratoire, j'ai l'impression qu'il ne se passe absolument rien, alors qu'il y a un échange perpétuel qui est en train de se faire. Dernière situation où je pourrais avoir un équilibre dynamique, ça serait dans un équilibre chimique. Donc, par exemple, quand j'ai une réaction chimique, ici, c'est une réaction très, très simple. C'est juste un réactif gazeux qui va se transformer en un autre réactif gazeux. Donc, du dioxyde d'azote qui va se transformer en peroxyde d'azote. Quand j'observe mon éprouvette, je vois rien qui se passe. L'éprouvette a de l'air orangé. Alors que continuellement derrière, ce qui se passe, c'est que j'ai une partie de mes molécules de dioxyde d'azote qui se transforme en peroxyde d'azote. Puis j'ai du peroxyde d'azote qui redevient un réactif, c'est-à-dire le dioxyde d'azote. Pour atteindre l'équilibre dans un système chimique, je dois absolument réunir 3 conditions essentielles. Première condition essentielle, c'est d'avoir une réaction réversible. Ça veut dire que quand j'ai suffisamment de produits qui vont être présents, il y a une partie de ces produits-là qui vont se retransformer pour redevenir des réactifs. Ça doit se faire spontanément, sans apport de rien. Donc, on doit avoir une réaction réversible. Donc, on voit ici notre double flèche qui indique que j'ai des réactifs qui deviennent des produits et des produits qui peuvent redevenir des réactifs. On vous donne 2 exemples dans la page. On vous parle d'abord de la combustion de la cellulose. La cellulose, c'est du papier. Donc, quand je fais brûler quelque chose, c'est une réaction irréversible. Je ne peux pas reprendre la cendre que je vais obtenir, puis espérer retrouver le papier, par exemple, au bout. De retransformer la cendre en papier, ça serait un peu ridicule. Puis, vous l'avez déjà vu ça dans votre expérience avec l'environnement qui vous entoure. Donc, une combustion, c'est irréversible. La synthèse de l'ammoniac, que vous voyez ici avec du N2 et du H2, c'est une réaction réversible. Donc, c'est une réaction à l'équilibre. C'est-à-dire que quand j'aurai utilisé suffisamment de N2 et de H2 pour former du NH3, de l'ammoniac, j'ai une partie de ces molécules d'ammoniac-là qui vont se décomposer pour redonner les réactifs d'origine. Donc, je vais atteindre un équilibre. Deuxième condition pour avoir un système à l'équilibre, je dois absolument avoir un système fermé. Un système fermé, c'est un système dans lequel c'est impossible qu'il y ait un échange de matière, de substances entre ce qu'il y a à l'intérieur de mon contenant et le milieu qui l'entoure, le milieu environnant. Ici, c'est facile, il y a un bouchon, c'est sûr que c'est un système fermé. S'il n'y a pas de bouchon, on peut appeler ça un système ouvert.
Pour être un système ouvert, par contre, il faut qu'il y ait des molécules de ce qui se trouve à l'intérieur de mon contenant de réaction qui se ramassent dans l'environnement autour du contenant de réaction. Ce qui m'amène à vous dire que un système fermé n'est pas obligé d'avoir un bouchon. Un système fermé pourrait être un contenant ouvert, mais il n'y a aucun échange, il n'y aurait aucune substance qui quitterait le contenant ouvert pour se retrouver dans l'environnement. Donc, je ne suis pas obligée d'avoir un bouchon pour avoir un système fermé. La condition pour avoir un système fermé, c'est avoir aucun échange avec le milieu environnant. Dernière et troisième condition pour avoir un système à l'équilibre, c'est d'avoir des propriétés macroscopiques constantes. Macro, ça veut dire gros. Donc, des propriétés macroscopiques, c'est des propriétés qui sont grosses, que je peux observer facilement avec mes yeux, par exemple. Donc, mes propriétés macroscopiques constantes, ça veut dire qu'avec mes yeux, tout va me sembler sans changement, sans qu'il y ait rien qui se passe. Donc, les propriétés macroscopiques que je peux observer au niveau des réactions chimiques et qui doivent demeurer constantes, ben, ça serait le pH, la pression, le volume, la température, la couleur. Je pourrais avoir aussi la masse qui rentrerait en ligne de compte. Donc, c'est tout ce que je peux observer facilement avec mes 5 sens, particulièrement mes yeux. Une propriété que je n'arriverais pas à observer avec mes 5 sens, c'est ce qu'on appellerait une propriété microscopique. Ça se passerait au niveau de la molécule, au niveau de l'atome. Les propriétés macroscopiques, donc on vous le dit bien ici, sont mesurables et observables avec des instruments de mesure. Donc vous seriez capable de les mesurer en laboratoire facilement. Il faut que vous fassiez attention aussi, c'est le dernier bout, de ne pas confondre l'état d'équilibre avec l'état stationnaire. Un état stationnaire, c'est atteint dans un système ouvert. Ça veut dire que dans un état stationnaire, ce qui va sortir du système va être compensé par un apport extérieur au système. Par exemple, quand je cuisine sur la cuisinière, même si j'arrive à maintenir stable la température de ce que je cuisine, ben c'est tout simplement parce que le rond en dessous de la poêle ici, il fonctionne. Donc, il apporte de l'énergie extérieure. C'est pas parce que il y a un recyclage de la chaleur qui se fait directement dans mon système. Un système à l'équilibre, ça s'atteint. Un état d'équilibre, ça s'atteint juste dans un système fermé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun échange avec le milieu extérieur. Hein? On revient au point du haut de la page. Donc, dans un état d'équilibre, ce qui entre dans le système provient de ce qui en est sorti. Donc, c'est juste un recyclage, comme une pompe dans un aquarium ou la pompe dans un système de filtration au niveau des piscines. Donc, ça fait le tour de l'équilibre chimique. Donc, ça va être maintenant le temps de mettre en pratique ce que vous avez appris.